Delphine Lénart, vous êtes chargée de recherche pour l'instant. Ça ne durera plus longtemps. Pour rien dévoiler. À l'INRA de Toulouse, l'UMR Agir, Agrosystème et Développement Territorial. Vous allez donc développer aujourd'hui pour nous les différents usages de l'eau sur un territoire donné, puisqu'on a vu que c'était plus pertinent de parler en termes de bassin versant, avec l'exemple des coteaux de Gascogne et la question du partage. Vous avez 10 minutes, madame. Bonjour à tout le monde. Donc une des questions qui était posée était l'agriculture irriguée prélève-t-elle des ressources aux dépens d'autres usages? Donc ce que je vais vous présenter, c'est un peu une vue de l'usage agricole par rapport aux autres usages, et puis ensuite un aperçu des contributions de la recherche à l'amélioration du partage de l'eau. D'abord, une première vue là vous avez une carte qui vous présente les zones, les superficies qui sont équipées pour l'irrigation, donc les superficies irrigables. Donc ce que vous voyez, c'est que ce que je confirme là, donc ce que vous a présenté Bernard Etier, les zones les plus irriguées sont le bassin parisien, la façade sud-ouest, le grand sud-ouest, et puis le sud-est avec une partie de la vallée du Rhône. On retrouve ça sur les surfaces effectivement irriguées à partir des données du RGA, du recensement agricole de 2000. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est que les principales cultures irriguées en superficie, c'est d'abord et avant tout le maïs grain. Si on veut regarder ce que ça représente, ce que représentent les prélèvements agricoles, on peut le regarder ici, c'est représenté par grands bassins hydrologiques. Donc on arrive à quelque chose qui va jusqu'à 5% de la ressource disponible. Donc finalement les prélèvements agricoles, c'est pas grand chose. On retrouve là le fait que la France, finalement c'est un pays qui est bien pourvu en eau et loin d'être dans des cas d'aridité qu'on a évoqué tout à l'heure. Et quand on veut parler des usages de l'eau, on a l'habitude de représenter ces deux schémas qui sont... Donc d'abord on parle de prélèvement, c'est-à-dire on prélève de l'eau de la ressource générale, et puis il y a ce qu'on appelle les consommations, c'est-à-dire ce qu'on prélève sans restituer au milieu sous forme liquide et dans le territoire qui nous intéresse. Donc là vous avez deux camemberts qui sont les prélèvements et les consommations en France, et on distingue cela pour les différents usages, à commencer par l'agriculture et en particulier l'irrigation qui représente 68% des consommations, mais ça c'est très variable puisque ça dépend à la fois c'est variable dans l'espace et c'est variable dans le temps, et donc cette part de consommation peut aller jusqu'à 90% en été dans le sud de la France. Deux grands usages sont aussi l'énergie, la production d'énergie et l'usage industriel. Alors ça a des consommations qui sont relativement faibles, environ 5% pour l'industrie, 3% pour la production électrique, mais par contre les prélèvements sont très forts. En particulier la production énergétique prélève énormément au milieu mais restitue beaucoup, avec des problèmes éventuellement de qualité de l'eau restituée au milieu, mais ça c'est hors de mon propos pour l'instant. Et donc un troisième usage et un dernier usage, troisième ou quatrième selon comment on distingue ceux que j'ai mis dans un même lot, industrie et production électrique. Donc le dernier usage, c'est l'eau potable avec 24% de consommation. Voilà, alors on pourrait en rester là, mais si on se place d'un point de vue d'un gestionnaire, finalement cette séparation des usages n'est pas forcément opportune ou adéquate. Et là je vous présente le périmètre irrigué du système Nest, qui est donc dans les coteaux, qui se situe dans les coteaux de Gascogne. C'est un système, donc au sud sur le schéma vous avez les Pyrénées avec des réservoirs de haute montagne qui véhiculent de l'eau au travers de la rivière Nest,
Et cette rivière Nest, à partir de cette rivière Nest, il y a un canal qui va réalimenter à leur source toutes les rivières de Gascogne qui, s'il n'y avait pas ce canal, seraient régulièrement sèches en été. Donc le gestionnaire, en l'occurrence la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, CACG, a la gestion de ce système. Donc c'est un réseau hydraulique avec 1300 km de rivières et 100 millions de mètres cubes de ressources stockées donc en haute montagne, où c'est ce que vous voyez à travers des petits rectangles, de petits triangles rouges, des réservoirs de coteaux. Et ce gestionnaire, il a différents objectifs à satisfaire. Il a l'alimentation en eau potable, j'en ai parlé, l'industrie, il y a quelques industries sur la zone, l'agriculture, il y a 3800 irrigants, donc on a parlé de ces différents usages, mais il a aussi à garantir un débit objectif d'étiage aux différents points nodaux qui sont représentés par ces étoiles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le besoin environnemental. C'est un usage environnemental de l'eau qu'il faut donc ajouter à la diapo précédente. Donc ce que vous voyez sur la droite, c'est alimenter en eau le système pour répondre aux exigences de débit sur les rivières. Donc du coup, on peut arriver à comparer les différents usages en termes de débit. Non plus seulement en termes de volume, ce que j'ai fait tout à l'heure, mais en termes de débit. Et là, on s'aperçoit encore que l'agriculture, du fait de l'irrigation, a une exigence très forte, elle peut avoir à exiger des débits de 30 mètres cubes par seconde, alors que les débits exigés pour l'eau potable ou le soutien d'étage sont au maximum de 5 mètres cubes par seconde. Bon, c'est très variable pour les industries. Si on revient au point de vue du gestionnaire, on peut parler aussi, mesurer l'exigence de l'agriculture par rapport à l'exigence de l'environnement en termes de volumes qui sont injectés dans le système. Là, ce sont des chiffres de la CACG pour le système Nest, et on s'aperçoit que sur la période estivale, donc de juin à septembre, là ce sont les chiffres de 2006, le volume injecté a été de 133 millions de mètres cubes, et là-dedans, la part qui est consacrée à l'agriculture est de 41%. Et celle qui est consacrée, alors salubrité, c'est un autre terme pour usage environnemental, la part qui a été consacrée à augmenter les débits des rivières est de 54%. Bon, dans un autre système, ces rapports seraient différents, mais je tenais à montrer ces chiffres parce que ça donne un autre point de vue sur la part de l'irrigation par rapport à d'autres usages de l'eau, et en l'occurrence montrer que le gestionnaire, il a vraiment deux enjeux à prendre en compte, qui sont donc apporter de l'eau à l'agriculture, mais apporter de l'eau aux rivières pour assurer un débit suffisant. Donc, et c'est souvent, justement, il y a souvent à arbitrer entre ces deux usages, parce que l'eau potable, de toute façon, c'est un usage prioritaire, on n'en parle même pas quand il y a un problème de restriction d'eau, de limitation de réserve, c'est entre l'agriculture et l'environnement qu'il va falloir arbitrer. Donc j'arrive donc aux outils qu'on développe dans la recherche pour mieux partager l'eau. Et là, je vous présenterai le premier travail qu'on a fait, qui est de développer des outils pour mieux évaluer la demande en eau par l'irrigation en cours de campagne. Donc là, je vais vous présenter très rapidement un modèle qui a été développé, le modèle Adomis, qui a été développé donc en partenariat avec la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. J'évoquerai après, en conclusion, les travaux sur lesquels on est en train de travailler actuellement, mais qui n'ont pas encore produit de résultats aussi finis. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes, ça va être court, pour vous dire que le gestionnaire a l'habitude d'utiliser des courbes statistiques pour évaluer les besoins en eau d'irrigation. Donc là, la courbe en gras, c'est la courbe pour une année décennale sèche,
et celle qu'il prend pour raisonner et à intenter la quantité nécessaire pour l'irrigation est représentée par la différence entre le volume à ce et puis le volume en fin de saison. Donc c'est le volume qui est nécessaire et c'est celui et il se sert de cela pour vérifier si le besoin est compatible avec les ressources. Ce qui s'est passé en 98, c'est qu'il y a eu défaillance de ce modèle-là parce qu'il y avait des conditions climatiques qui étaient celles d'une année décennale sèche. Donc il a lâché beaucoup d'eau en milieu d'été pour satisfaire l'étiage des rivières et puis satisfaire les besoins en eau d'irrigation. Donc il pensait qu'il était dans les clous, comme on dit, et en fait il y a eu des informations de terrain qui ont montré que c'était pas le cas. Ils n'étaient pas sur la courbe où il aurait dû être, et du coup les besoins n'étaient plus compatibles avec la ressource, et donc il y a eu du fait notamment de semis tardifs des cultures et une période froide en juin. Donc c'est sur ce constat-là qu'on a développé le modèle que je vous montre très rapidement, juste pour vous dire que il permet de prendre en compte des données climatiques de l'année en cours et qu'il est basé sur des règles de décision des agriculteurs pour calculer la demande d'irrigation par hectare qui, multipliée par la surface irriguée, permet d'avoir une demande d'irrigation totale. Donc cet outil a été utilisé en juillet 2003 avec des données climatiques mesurées jusqu'au jour de simulation qui était le 9 juillet 2003 dans un premier temps, et comparé donc la courbe rouge c'est celle qui a été obtenue avec le modèle Adomis, et la courbe noire est la courbe de référence qui a été utilisée jusqu'à ce moment-là. Donc on s'est aperçu au 9 juillet que la demande était compatible avec les ressources en eau. En plus, on pensait que le scénario climatique qui avait été pris au-delà du 9 juillet, c'est-à-dire pas de pluie et une TP constante égale à celle du 9 juillet, était un scénario pessimiste. Donc rien n'a été fait et on a renvoyé à 3 semaines après. Donc la même chose a été faite, mais avec une modification des règles de décision d'irrigation, puisqu'il y avait un retour de terrain qui montrait que les comportements des agriculteurs étaient un peu différents. Les scénarios étaient les mêmes, mais cette fois on est donc la courbe rouge est passée au-dessus de la courbe noire, donc la demande devenait incompatible avec les ressources disponibles. Le scénario a été pris cette fois très au sérieux, et donc il y a eu baisse de quotas. Voilà, donc ça c'était pour illustrer le travail qu'on a fait. Et donc je conclurai juste pour vous dire que on a d'autres types de travaux dans ce domaine-là, mais qui sont plus pour donner des outils pour concevoir des politiques publiques permettant de réduire la demande en eau, et en particulier, et ça renvoie donc à ce qui a été évoqué par Bernard Héritier, on essaye de regarder comment on peut combiner des systèmes de culture pour réduire la pression sur la ressource d'un territoire, et aussi comment modéliser l'allocation de l'eau entre usages sous différents scénarios politiques ou économiques. Voilà. Je vous remercie. Madame Lénard, merci beaucoup.